que l'on reprenne nos travaux en accueillant Bruno Cotresse, que je pense vous êtes très nombreux à connaître, soit pour avoir lu ses ouvrages, soit pour avoir entendu sa voix à la radio, soit pour avoir entendu sa voix et vu son image à la télévision, puisqu'il intervient très très souvent sur pour commenter ou faire part de ses réflexions sur la situation politique nationale. Vous êtes chercheur au CNRS, membre du CEVIPOF, d'éminents membres du CEVIPOF aujourd'hui. Nous dévoilerons d'ailleurs pendant le congrès une étude du CEVIPOF que nous avons commandée qui porte sur le regard des élus vis-à-vis de l'intercommunalité. Vous êtes également enseignant à Sciences Po, vous dirigez l'étude annuelle sur la confiance politique des Français et en 2004, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le nouveau désordre électoral ». Donc 20 ans après cette publication, sommes-nous à nouveau, cher Bruno Cotresse, dans un désordre électoral? Merci à vous. Merci beaucoup Sébastien. Et d'abord, j'aime bien cette introduction. Effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire qu'on est dans un nouveau très grand désordre électoral. Il y a 20 ans, on disait le désordre électoral. Je crois que maintenant, on pourrait appeler le très grand désordre électoral. Et ce très grand désordre électoral, ben voilà, c'est cette situation qui s'affiche devant vous. On est quelque part entre une très grande crise de confiance dans la politique. Très grande. Dans les enquêtes que nous réalisons à Sciences Po, on compare la France à d'autres démocraties européennes. Bien sûr, chez les autres Européens aussi, il y a de la crise de confiance dans la politique. Tout le monde est un peu dans la même galère. Mais globalement, c'est en France qu'elle est à la fois très souvent de plus grande amplitude que dans les autres pays et avec une dimension structurelle et on va dire des indicateurs qui commencent à être des indicateurs extrêmement préoccupants. Donc on est quelque part entre une énorme crise démocratique, crise de confiance dans la politique, alors que dans le même temps, on a de nouvelles demandes des citoyens qui sont apparues. Je voudrais commencer mon premier propos par revenir un petit peu sur ce que j'ai appelé l'été chaotique. J'ai hésité même avant d'intituler cette diapositive chaotique, parce qu'il y a d'autres termes encore plus dramatique qui me venait à l'esprit, mais on va dire chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vécu un été politique d'un très grand chaos qui a sans aucun doute nourri dans l'opinion un sentiment d'une incroyable confusion. Alors ce très grand chaos, il faut quand même partir du point de départ. Le premier point de départ, c'est quand même ce qui s'est passé aux élections européennes du 9 juin. Je me suis servi des cartes qui sont produites par les intercommunalités. Ça, c'était les élections européennes de 2019, il y a 5 ans seulement. Et vous voyez sur cette carte, eh bien, en bleu foncé, les zones géographiques, les intercos, où le Rassemblement national était arrivé en tête. Je rappelle que le Rassemblement national, en 2019, gagnait pour la seconde fois les élections européennes. Il avait gagné 5 ans avant, en 2014. En 2019, il avait gagné d'une très courte tête, juste un point devant la liste de la majorité d'Emmanuel Macron, mais quand même une deuxième victoire. Et nous avons en 2024 une victoire littéralement impressionnante. Vous voyez, la carte est complètement impressionnante. On n'a pratiquement jamais vu ça dans l'histoire de la cartographie électorale en France. Les zones géographiques où le Rassemblement national arrive en tête des élections européennes, on a une carte qui est presque exclusivement bleu foncé. Et j'ai intitulé cette diapositive « L'écrasante victoire du Rassemblement national aux élections européennes », une écrasante victoire d'autant plus significative que le taux de participation aux élections européennes s'est à peu près stabilisé, c'est un petit peu moins, mais à peu près stabilisé par rapport à il y a 5 ans, et où la campagne a été une campagne des élections européennes qui a permis un vrai débat de fond, très 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 important, avec des propositions extrêmement contrastées, en particulier non seulement sur l'Union européenne, sur l'avenir de l'Union européenne, mais aussi sur la situation internationale. On a beaucoup parlé de la situation internationale pendant ces élections européennes, donc un débat qui a intéressé, qui a donné lieu à beaucoup de prises de parole dans l'espace public, qui ont fait apparaître des propositions contrastées. Donc, on va dire une écrasante victoire du Rassemblement national qui ne doit rien au hasard.
qui ne doit rien au hasard. Ce n'est pas un malentendu, ça n'est pas parce que l'Europe intéresserait moins les citoyens, mais quelque chose qui traduit l'ampleur aujourd'hui, au fond, de l'ancrage à la fois territorial et aussi sociologique du Rassemblement national. Donc les cartes sont très 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 impressionnantes, comme vous le voyez, pour 2024. Autre carte qui est intéressante, qui est issue des travaux des intercommunalités, qui est le score du Rassemblement national. Même pas seulement là où il arrive en tête, mais les scores du Rassemblement national. Et vous voyez qu'on a un dégradé de marron, du marron clair au marron foncé. Et on a quand même à la fois les bastions classiques du Rassemblement national dans le nord, le nord-est, dans le sud-est qui apparaissent, mais on voit que toute la carte, globalement, elle est au fond de couleur marron, on va dire foncé, ou marron un peu soutenu. Quand même, on a assez peu de zones où le marron est très léger. Même quand le marron est très léger, ben, c'est quand même des zones où le Rassemblement national a obtenu moins de 27,5%, c'est-à-dire qu'il peut être assez haut. Donc, le point de départ, c'est quand même ça. Voilà. Il ne faut jamais négliger ce point de départ parce que ce point de départ va jouer un rôle considérable dans l'été chaotique que nous avons traversé. Et ce point considérable, eh bien, ça s'est traduit par la dissolution. Alors on reviendra tout à l'heure sur l'analyse qu'on peut faire de cette dissolution, mais regardons maintenant un deuxième temps électoral qui est la dynamique du Rassemblement national. Ce sont des cartes qui ont été produites par Pierre-Henri Bonneau du CEVIPOF, qui est un cartographe de talent, et il fait de très très belles cartes. Et vous voyez ici les résultats du premier tour, avec, on a à la fois les élus du premier tour, ils sont peu nombreux, mais il y en a quand même pas mal du côté du Rassemblement national, et puis les zones de force de chacun des camps politiques. Et on voit à nouveau qu'il y a une véritable dynamique du Rassemblement national qui s'était retrouvé dans le premier tour. Je rappelle quand même qu'au premier tour des élections législatives liées à la dissolution, le Rassemblement national obtient un peu plus de 9 millions de voix, ce qui est quand même très 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 important. Ces élections législatives au premier tour, on le sait, se traduisent par une situation tout à fait inédite avec l'émergence de ce front républicain et d'une part l'émergence du front républicain et d'autre part à gauche l'émergence du nouveau front populaire, une nouvelle coalition qui prend la suite de la NUPES. Ça nous donne un deuxième tour, qui est un deuxième tour qui, au fond, à la fois montre que la dynamique du premier tour du Rassemblement national, elle a été fortement corrigée ou contrariée par l'émergence du front républicain, mais on voit que le Rassemblement national, malgré une situation extrêmement, au fond, où le Rassemblement national va connaître un deuxième tour sans commune mesure avec le premier tour, campagne de deuxième tour difficile, campagne de deuxième tour qui fait apparaître, au fond, un certain nombre de difficultés ou programmatiques ou de difficultés de candidature de Rassemblement national, mais on voit un Rassemblement national qui maintient une forme de résilience très importante. Conclusion de tout ceci, une situation inédite et chaotique. On l'a dit, écrasante victoire du Rassemblement national aux européennes, un point qu'il ne faut pas perdre de vue parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de structurel et qu'il y a quelque chose de très important dans cette victoire, troisième victoire consécutive du RN aux élections européennes. Une dissolution dont rigoureusement personne, on peut le dire dans les enquêtes d'opinion, ça a été très bien montré par différentes enquêtes d'opinion, personne n'a compris, au fond, le sens de cette dissolution qui est apparue comme ce qu'on appelle une dissolution un peu de convenance. Vous savez, il y a les spécialistes des institutions font tout un tas de distinctions sur les différentes formes de dissolution, soit des dissolutions lorsque le président de la République répond à une très grande crise institutionnelle ou très grande crise politique. Il peut y avoir des dissolutions qui sont simplement la mise en cohérence de la majorité présidentielle qui vient d'être élue avec la majorité législative, modèle 1980-1988. Là, on est plus proche, sans aucun doute, du modèle 1997, c'est-à-dire une dissolution qui n'arrive pas à convaincre des véritables motivations, des véritables motifs de cette dissolution. Il faut quand même toujours rappeler des choses qui sont importantes à propos d'une dissolution. C'est certes une prérogative constitutionnelle. On va trouver dans toutes les institutions, dans tous les pays, on va trouver un mécanisme qui permet à l'exécutif, à un moment donné, d'opérer une forme de régulation. Mais il faut quand même rappeler l'essentiel. Une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quand même le pouvoir exécutif qui a la force
de défaire ce que le suffrage universel a fait à propos du législateur. Ça n'est quand même pas anodin. Ça n'est pas anodin. Et comme ça n'est pas totalement anodin, eh bien, il faut une très solide justification, un argumentaire. On voit que l'allocution de notre chef de l'État au soir du 9 juin n'arrive pas à trouver cet argumentaire. L'adresse qu'il envoie aux Français le 10, quelques jours après, le 10 me semble-t-il, où le chef de l'État nous fait état de son diagnostic, de son interprétation de la situation liée aux élections européennes ne convainc pas tellement. Et nous avons cette drôle de campagne des élections législatives avec une majorité relative sortante qui n'arrive pas à imprimer, qui n'arrive pas à embrayer. On sait que le Premier ministre d'alors va mouiller la chemise beaucoup pour la campagne des législatives, mais on sait qu'il n'a pas été véritablement concerté pour cette dissolution. Donc on voit une majorité sortante qui a beaucoup de mal à se mobiliser. Et la traduction, on l'a dit tout à l'heure, double victoire en voix du Rassemblement national, un peu plus de 9 millions au premier tour, un peu moins de 9 millions au second tour, mais quand même toujours un niveau d'expression du suffrage populaire très, très, très important. Et le Rassemblement national, qui a gagné 2 tours en voix, ne gouverne pas. Victoire en siège du nouveau Front populaire, qui pourtant, lui non plus, ne gouverne pas. Et donc la situation chaotique et la situation confuse naît évidemment de cette situation étrange, avec beaucoup on va dire, des semaines qui vont se passer tout au long de l'été, où les Françaises, les Français vont apprendre le vocabulaire de la majorité relative, de la majorité absolue, des coalitions. Donc une situation extrêmement chaotique, extrêmement incertaine, qui n'a pas donné de résultats limpides, décodables, interprétables facilement pour tout le monde. En tout cas, au moment où ces semaines chaotiques et difficiles ont eu lieu. Alors on peut se poser des grosses questions de fond. Une première grande question de fond, c'est de se dire au fond, est-ce que peut-être c'était le prix à payer? Est-ce qu'il faut en passer par là dans notre système politique pour reparlementariser notre vie politique, pour essayer de la faire bouger dans le sens, au fond, d'avoir un législateur, un parlement, des élus de terrain qui, au fond, ont davantage de capacité à être entendus. On a beaucoup dit pendant les semaines qui ont suivi qu'on avait une forme de reparlementarisation. Est-ce que c'est le prix à payer pour notre vie politique, une sorte, on va dire, de période d'apprentissage ou de réapprentissage du compromis, des coalitions? Et c'est vrai que dans les autres démocraties européennes, faire des coalitions politiques au lendemain des élections, il y a aussi pas mal de semaines qui sont consacrées. Ce n'est pas non plus nécessairement très limpide et très lisible pour les citoyens. Donc on peut se poser cette question. On va sortir relativement de ce chaos avec la nomination de Michel Barnier, la formation du gouvernement. Et on voit que, au fond, si l'histoire au début, au fond, s'apparente à une forme de mariage de raison, une coalition qui va naître d'une situation empirique qu'aucun des acteurs de cette coalition relative n'a véritablement souhaité. On voit une forme de coalition qui s'est affirmée, mais qui est beaucoup plus un mariage de raison. Et ce mariage de raison, on voit qu'il est, au fond, lourd de difficultés déjà exprimées, peut-être de difficultés qui sont à venir. Si on le prend de manière optimiste, on peut dire que peut-être le chemin va se faire en marchant. Que peut-être les membres de cette nouvelle coalition ou copartage, on va dire, du pouvoir vont apprendre à fonctionner ensemble, vont trouver leur vitesse de croisière. Ça, c'est la version optimiste. Mais on voit aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de difficultés qui apparaissent liées à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce chaos, cette relative décorrélation entre ce qui s'est passé aux élections européennes, aux élections législatives, et finalement la composition de l'exécutif et ce mariage de raison. Alors je vous ai mis là un graphique qui est un graphique que nous avons produit au CEVIPOF 2 ans avant. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on s'est intéressé au fond à cette fameuse problématique à travers le chaos, à travers au fond
toute cette vie politique qui semble un peu avoir perdu la tête, qui semble ne plus avoir vraiment d'épines dorsales, qui se cherchent, où on a des coalitions qui se font pas, etc. Est-ce qu'il y a, à travers toutes ces difficultés, une boussole qui pourrait nous permettre d'y voir un peu plus clair? Et donc, il y a 2 ans, au CEVIPOF, on a fait la chose suivante. On a pris les programmes qui ont été présentés par les candidats à l'élection présidentielle de 2022. On a lu avec beaucoup d'attention ces programmes. On a lu également les plus grandes interviews qu'ont données les candidats à l'élection présidentielle. On a lu les livres qu'ils ont publiés, parce que vous savez que nos candidats à l'élection présidentielle adorent publier des livres au moment de l'élection présidentielle. Bref, tout un matériau empirique qui nous a permis de les coder sur une trentaine de grandes dimensions de l'action publique. Dimension économique, dimension sociale, politique européenne, politique internationale, immigration, sécurité. Voilà, on les a codés sur une trentaine de dimensions et on a cherché à analyser ce codage et voilà ce qu'il en ressort. Et j'ai mis ce graphique parce que je trouve que ce graphique, il est extrêmement intéressant par rapport aux questions que l'on se pose, cette espèce de mariage de raison au fond qui est apparu. Et vous voyez les 2 espaces de notre vie politique. Notre vie politique, elle est de manière assez stable depuis une trentaine d'années dans 2 grandes dimensions. On a la dimension qui est horizontale sur ce graphique, qui est, on va dire, ce qu'on appelle classiquement l'axe gauche-droite. Est-ce qu'on veut de la régulation de l'économie par l'État, ou au contraire, est-ce qu'on veut du libéralisme économique? Et puis on a une deuxième dimension, qui est la dimension verticale, qui est la dimension relative aux dimensions, on va dire, sociétales. Ce qu'on appelle le conservatisme culturel par rapport au libéralisme culturel. Et si vous regardez cette carte, eh bien vous voyez qu'on a nos 3 blocs qui sont là. On a bien effectivement le bloc de la gauche qui est relativement soudé sur les questions, en particulier sur les questions de libéralisme culturel, de réforme sociétale, de valeurs culturelles. On voit qu'il est un peu plus diversifié sur les questions économiques. Néanmoins, tout le monde ne veut pas autant d'interventionnisme étatique à gauche. Et on voit même que la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, se rapproche un peu du centre de gravité. On a, dans l'autre direction opposée, on a un bloc du centre droit. Alors, je ne l'ai pas mise, mais on a fait la même chose pour les 2 précédentes élections présidentielles, et ce qui nous permettait de suivre l'évolution de la candidature de François Bayrou 2012 à la candidature Macron de 2022. Et on voyait une évolution du centrisme qui tirait plus du côté du libéralisme économique et un peu plus du côté du libéralisme culturel en 2017, mais un peu moins en 2022. Mais vous voyez que quand on voit ce mapping, cette carte, on voit que finalement, une coalition gouvernementale qui aujourd'hui exerce le pouvoir entre des macronistes et des républicains, ça peut avoir son sens. Voilà, ça peut avoir son sens, ça n'est pas absurde. Je disais tout à l'heure, c'est un mariage de raisons, mais on voit que ce mariage de raisons, il repose quand même sur des éléments empiriques qui rendent l'opération, on va dire, intellectuellement interprétable. Et puis on a le 3e pôle, vous voyez tout en bas, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour. On voit qu'il y a la diversité, notamment entre Zemmour et le bloc Dupont-Aignan et Le Pen, mais globalement, on voit ce 3e bloc. Donc il n'est pas si surprenant que cela que l'Assemblée nationale, qui est issue de cette grande perturbation, la dissolution d'une campagne électorale courte, improvisée, d'acteurs politiques qui ont cherché leur marque et qui ont cherché des points de repère dans ce brouillard qui a été créé par la dissolution, on voit que quand même, les 3 blocs, ils sont déjà là. Il n'est pas si étonnant que cela qu'ils se retrouvent à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si je marque une pause ou si je... Non, tu peux poursuivre. Voilà. Le deuxième point que je voulais voir avec vous est un point qui est un peu plus préoccupant, qui est l'état d'esprit aujourd'hui du pays. On va dire l'état d'esprit de l'opinion, l'état d'esprit du pays. Alors je préfère, avant de mettre des diapositives, je préfère prendre une précaution de méthode. Les analystes de la vie politique, les chercheurs, mais ça concerne également l'espace médiatique, les journalistes, c'est vrai que tout le monde
tous ceux qui analysent la vie politique ont peut-être une petite tendance à être fascinés par les mauvaises nouvelles. Voilà. On aime bien quand ça ne va pas, on aime bien quand il y a des problèmes, parce qu'on a du grain à moudre pour analyser. Donc, je préfère prendre cette petite précaution de méthode. Je sais très bien qu'il y a plein de choses qui vont très bien dans le pays. Mais c'est plus facile d'être pessimiste qu'optimiste. Mais quand même, aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'être pessimiste. Alors, voilà, ça c'est issu de l'enquête dont je m'occupe au CEVIPOF toutes les années, le baromètre de la confiance politique. La prochaine vague, je vous porte cette date à votre connaissance, que vous mettiez ça dans vos agendas. La prochaine vague de cette enquête va apparaître quelque part entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février. Tous les chercheurs qui participent à cette enquête, on s'attend tous à avoir pas de très bonnes surprises sur le front de l'opinion, de la confiance dans la politique. Mais voyez ici, c'est un graphique qui montre des courbes depuis 2009. Ça fait un peu plus de 15 ans qu'on réalise cette enquête au CEVIPOF. Et voyez que depuis 15 ans, le trio de tête, le podium, on va dire, des sentiments qu'expriment les Françaises et les Français, on ne leur parle même pas de politique. Là, c'est vraiment l'état d'esprit qu'ils ont, comment ils se sentent. Méfiance, lassitude, morosité. Voilà. Alors, on pourrait nous reprocher d'abonder dans le sens de ce qui est négatif. Mais on propose aussi aux gens de nous dire s'ils ressentent aussi du bien-être, de la confiance, de l'enthousiasme. Et vous voyez que de temps en temps, on a un petit rebond de bien-être. Mais globalement, le climat de l'opinion en France est un climat avec une toile de fond très importante qui est une sorte d'anxiété du pays. Ce qui est dans notre enquête, nous faisons une comparaison régulièrement entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne l'an dernier. Cette année, on va se comparer également aux Pays-Bas. Et quand on compare les données de la France à d'autres pays, on voit que c'est chez nous que les sentiments sont les plus négatifs. Chez les Britanniques, même les Britanniques post-Brexit, c'est la sérénité, le premier point. La sérénité. Nous, on est très loin sur la sérénité. Donc le Royaume-Uni, c'est la sérénité. L'Allemagne aussi, elle connaît de la... Voilà, mais quand même, méfiance, lassitude, morosité. Voilà, on voit que c'est un sentiment comme une opinion qui ne se sent pas bien. J'attire votre attention sur des données plus objectives, qui ne sont pas des données d'opinion, qui sont les données produites par Santé publique France. Si vous allez sur le site de Santé publique France et que vous regardez un indicateur qui est à la fois très inquiétant, très parlant, mais très, très, très inquiétant, le nombre de passages en consultation hospitalière psychiatrique chez les mineurs, chez les 13-18 ans. Et c'est vrai que quand on voit cette statistique, on tombe de sa chaise, on ne comprend plus ce qui se passe dans le pays, pourquoi autant de jeunes de 13 à 18 ans vont en consultation psychiatrique. Alors, il y a tout un tas d'autres indicateurs. La France est le 2e pays européen pour les taux de suicide également. Donc voilà, des choses qui commencent à nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. On a vu que la politique, malgré le chaos, elle arrivait à trouver un peu des points de repère. Mais là, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout. On a essayé de résumer par quelques chiffres extrêmement parlants ce climat de pessimisme, de défiance et de malaise démocratique. J'attire votre attention sur les chiffres qui sont à droite en particulier. On a quand même une part très importante, on est à près de 70%, 68 exactement, des personnes qu'on interroge en France, qui nous disent qu'en France, le système démocratique, la démocratie ne fonctionne pas bien. Alors, on avait eu une petite bonne nouvelle il y a 2-3 ans, et puis là, on est en train de revenir progressivement, depuis 2 ans, on est en train de revenir au taux de sentiments négatifs sur le fonctionnement de la démocratie qu'on a connu au moment de la crise des Gilets jaunes. Et sur de très nombreux indicateurs qui traduisent un pays qui doute, qui se dit il y a quelque chose qui ne va pas, ça dysfonctionne, nos institutions, notre système démocratique. Sur de très nombreux indicateurs l'an dernier, nous sommes pratiquement revenus au même niveau qu'au moment de la crise des Gilets jaunes. Donc c'est la raison pour laquelle je m'attends cette année, dans quelques semaines, à avoir de très mauvaises nouvelles. Ce malaise démocratique et ce sentiment démocratique, il va
il va nourrir vraiment un sentiment de pessimisme, d'une véritable défiance très structurelle. Vous avez un certain nombre de chiffres ici, mais pour mémoire, je vais vous en rappeler quelques-uns. Lorsqu'on le demande, on demande aux personnes que nous interrogeons s'ils considèrent que les politiques font de leur mieux pour tenir leurs promesses. La meilleure année qu'on ait eue, le meilleur score qu'on ait eu, c'était 28% qui disent oui, c'est vrai, ils font des efforts, les politiques, ils essayent de tenir leurs engagements. C'était le meilleur score qu'on ait eu. 70% disent que les politiques ne pensent qu'à eux-mêmes, qu'ils ne cherchent pas au fond à régler les problèmes. Et notre enquête, elle décrit le portrait d'une vie politique qui est perçue par les citoyennes et les citoyens comme une sorte de monde un peu fermé sur lui-même, qui a ses propres codes, ses propres règles, qui manque d'empathie, qui est tourné sur ses propres sujets de préoccupation, mais qui ne parle plus au reste du pays. Je n'exagère pas, vous pourriez aller sur le site du Cevipof, toutes les données sont disponibles, et vous verriez un tableau qui est un tableau assez inquiétant. Et ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est les chiffres qui sont sur la droite de la diapositive. Moi, je me suis amusé à essayer on va dire, de créer une sorte de typologie du rapport des Français à la démocratie. Au fond, on a à peu près la moitié du pays qu'on peut qualifier de gens convaincus du bien fondé de la démocratie, mais qui en sont très insatisfaits sur le fonctionnement. On est quelque part entre 45 et 50%. On a tout juste la moitié du pays qui dit oui, on est un pays démocratique, c'est bien la démocratie, mais ça ne fonctionne pas bien. On a un petit 25 à 30%, même pas, on est autour de 20% qui disent non seulement la démocratie c'est formidable, et en plus ça marche très bien. Et le reste, ça se distribue dans des gens qui sont des démocrates, mais qui veulent une démocratie autoritaire, qui disent le principe démocratique c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait davantage d'autorité et qui sont favorables à ce que l'armée dirige le pays. Vous savez que dans notre enquête, le chiffre paraît incroyable, sur l'ensemble de la population étudiée, on est régulièrement entre 20 et 25% de personnes qui nous disent, au fond, pour que ça marche, il faudrait que l'armée s'en mêle, il faudrait que l'armée dirige le pays. On est à peu près un tiers de personnes qui nous disent, un bon système de gouvernement pour le pays serait un homme fort qui n'a pas à se préoccuper des élections et du Parlement. Donc ça nous donne, on a même un segment de l'électorat un peu plus autour de 10% qu'on peut clairement qualifier de radicalement non démocrate et autoritaire. Des gens qui voudraient l'armée, des gens qui voudraient l'homme fort, et en plus qui disent la démocratie c'est pas bien, ça marche pas, et puis le principe n'est pas bon. 10%. 10%. Donc voilà un certain nombre de données qui sont des données, vous ne serez pas étonnés de voir que lorsqu'on le demande aux Françaises et aux Français, si d'une manière générale ils ont confiance dans la politique, vous voyez là on ne leur parle même pas d'une politique publique particulière, on ne leur cite même pas un dirigeant politique, c'est de manière générale, les résultats sont stupéfiants. 70% de non-confiance dans la politique, dont un quart pas du tout de confiance dans la politique. Et encore une fois, je ne les ai pas mis pour ne pas alourdir la présentation. J'ai les mêmes données sur le Royaume-Uni, sur l'Allemagne, sur l'Italie. Ça va un peu mieux chez eux. C'est chez nous que c'est le plus bas de ce point de vue-là. Alors, essayons de nous rassurer quand même un peu. Quelques nouvelles positives. Voilà, je savais que cette diapositive serait chère à votre cœur. Voilà. Je sais qu'il faut relancer l'industrie pharmaceutique, mais là, la boîte d'antidépresseurs nous attendait à la sortie. Voilà. Alors, n'en doutez pas, notre enquête montre depuis 15 ans que nous la réalisons, que les élus locaux disposent d'un crédit de confiance de la part des Françaises et des Français sans commune mesure avec les élus nationaux. Sans commune mesure. On mesure ça de cette manière-là, mais on va aussi demander la confiance dans le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional. Voilà. Donc on a ce résultat très régulier qui est une confiance dans les élus locaux sans commune mesure. Quand je dis sans commune mesure, vous voyez que c'est
du simple au double, voire au triple, quasiment. Il manque une ligne. Oui, je le sais. Je pensais que ça passerait inaperçu. Je crois qu'on aura quelques éléments pendant le congrès. Voilà. Vous allez avoir d'autres éléments demain, mais je ne dis pas non à rajouter cette ligne. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Au fond, pourquoi ça fonctionne comme ça. Évidemment, pour moi, une explication simple, qui est un ressort fondamental de la confiance. La confiance, c'est un mécanisme. Voilà. C'est une petite pièce d'horlogerie très fragile. Un mécanisme, si on y touche, on ne sait jamais ce qui se passe. Mais ce mécanisme repose sur un pari qu'on fait. J'investis quelqu'un ou quelque chose de ma confiance. Le pari raisonnable que je fais, c'est que je vais être payé en retour. Je vais être payé en retour. On peut résister, ma confiance peut être maintenue si je ne suis pas tout de suite payé de retour, si je ne suis pas payé en retour à chaque fois. C'est pas parce qu'à chaque fois je ne vais pas être payé de retour que je vais dire j'ai plus confiance. On va tolérer des accros à la confiance, bien évidemment. Ou des fois on va dire bah oui, on n'a pas pu faire autrement, mais la prochaine fois. Donc cette notion à la fois d'un pari sur l'avenir et de la réciprocité est capitale dans la relation de confiance. Or, il se trouve que la citoyenne ou le citoyen, en matière de confiance dans l'action publique locale, peut effectivement aller vérifier sur pièce et dire j'ai été payé de retour. C'est-à-dire j'ai apporté ma voix le jour des élections, eh bien je peux sortir de chez moi et je peux vérifier sur pièce. Voilà, je peux vérifier sur pièce, même dans les très grandes villes, dans les grandes métropoles, il est relativement facile de sortir de chez soi et de vérifier si les promesses ont été tenues, si les actions ont été suivies dans le temps, si elles ont eu l'effet qui était escompté, alors qu'au niveau national, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis la campagne des élections nationales, c'est une campagne de promesses qui sont extrêmement difficiles à vérifier. Je vais changer vos vies, plus rien ne sera comme avant, on va bouleverser le monde. On comprend. Ou alors la campagne pour les élections nationales, elle promet des horizons très lointains. On va réduire les grandes inégalités. On va améliorer la sécurité. Et tout ça, il y a une inertie qui est très longue. Et pendant ce temps, pendant cette inertie, eh bien, la défiance, elle court, évidemment. Alors que dans l'action locale, c'est sans doute une des différences majeures et qui sans doute explique cette dimension. Alors, je pense qu'il y a d'autres explications. Et pour nourrir ces autres explications, voici une autre diapositive qui est issue de notre enquête. On va demander dans notre enquête non seulement la confiance dans les politiques, dans les institutions de la vie politique, mais aussi, on va dire, dans les acteurs publics, dans les acteurs privés, dans les grandes organisations, dans les grands services publics. Et là, vous le verrez, on voit que tout ce qui touche à la proximité, vous voyez par exemple, les PME, TPE disposent d'une bien meilleure confiance que les grandes entreprises. Donc la proximité. La protection, c'est-à-dire l'action publique, soit régalienne, soit providentielle. Les hôpitaux, la sécurité sociale, la police, la gendarmerie, l'armée. Donc voilà, la proximité d'une part, la protection, et aussi tout ce qui incarne le bien public. Le bien public, au sens fort du terme, c'est-à-dire les organisations, les institutions publiques qui, au fond, livrent du bien public au sens vraiment extrêmement fort, c'est-à-dire du lien entre nous, de la citoyenneté, du lien entre nous, de la protection. Vous voyez que tout en bas du tableau, vous avez les acteurs de la vie politique, les partis politiques, les médias, les réseaux sociaux, c'est-à-dire des éléments de ce qu'on appelle l'espace public politique, qui, eux, ont un crédit de confiance qui est pratiquement à zéro. Cette année, donc l'enquête date de janvier 2024, vous voyez le 20% de confiance dans les partis politiques, c'est une excellente année. C'est un très grand cru de la confiance dans les partis politiques. C'est le meilleur score qu'ils n'ont jamais atteint dans notre enquête depuis 15 ans. Je n'ai aucun doute sur le fait que dans quelques semaines, ils vont revenir à leur étiage normal, quelque part entre 12
et 15% grand maximum. Ils sont descendus au plus bas au moment de la crise des Gilets jaunes. Ils sont descendus à 9% de confiance dans les partis politiques. Regardez les syndicats. Les syndicats sont à 40% de confiance aujourd'hui et sont en augmentation de confiance depuis 2-3 ans, fondamentalement depuis les mobilisations syndicales contre la réforme des retraites, où on a eu un gain de pratiquement plus 10 points de confiance dans les syndicats, qui pour le moment se maintient. On a cru la première fois qu'on l'avait mesuré que c'était sans lendemain. On voit que pour le moment, ça fait maintenant 2-3 ans que ça se maintient, comme si les syndicats étaient arrivés à passer un cap dans la confiance qu'ils inspirent aux Françaises et aux Français, et qu'il faudra sans doute du temps pour redescendre sur l'échelle de la confiance. Mais je pense que pour vous, et pour nourrir vos réflexions, vous voyez cette idée de la proximité, la protection, l'incarnation du bien public, c'est un peu les trois facettes de ce qui va générer et nourrir la confiance des citoyennes et des citoyens dont vous vous occupez. Ce point est très, très, très important, évidemment. Je voudrais conclure cette partie sur l'état de l'opinion sur un petit retour concernant les élections législatives. Le tableau de l'opinion sur cette question n'est pas complètement en noir et blanc. Pas complètement, on ne peut pas le résumer en disant ah ben maintenant, une fois qu'on a vu tout ce chaos pendant l'été, finalement il y a du regret, etc. Je me suis amusé d'ailleurs avant de venir, j'ai fait une expérience amusante que je vais partager avec vous pour détendre un peu l'atmosphère, parce qu'on a mis beaucoup de choses un peu négatives. J'ai demandé à l'intelligence artificielle si Emmanuel Macron avait eu la connaissance de tout ce qu'il a aujourd'hui comme connaissance à la suite des élections législatives, aurait-il fait la dissolution ? Je ne vous surprendrai pas, la réponse incroyablement intelligente de l'intelligence artificielle, c'est non, il n'aurait pas fait la dissolution. Voilà. Donc là, petit retour quand même sur l'opinion et ce qu'elle ressent. Alors, les données sont issues d'une enquête électorale du Cevipof qui a été faite au mois de juillet. Dans le cadre des élections européennes et législatives, on a réalisé plusieurs vagues d'enquêtes et on a demandé en juillet les sentiments à la suite des résultats des élections législatives. Vous voyez que finalement, c'est très mitigé. On est à de la déception, de la colère qui est quand même assez présente. Il y a un peu de soulagement, mais globalement, c'est les sentiments négatifs à nouveau qui dominent. Et ce qui est de très intéressant, c'est la variation de ces sentiments négatifs par le parti politique dont on se sent le plus proche. Vous voyez que si on regarde du côté en particulier du Rassemblement national, on voit quand même beaucoup de colère. Beaucoup de colère qui est quand même présente. On voit, si on regarde du côté de la gauche, de la France insoumise, des sentiments un peu plus mitigés. Hein. Voilà, donc tout ceci pour dire que ce climat de l'opinion aujourd'hui, il a un certain nombre de dimensions qui sont des dimensions très pérennes, très résilientes dans le temps, très structurelles, de l'anxiété sociale, une forme de pessimisme, une défiance dans la politique, qui nourrissent une sorte de grand point d'interrogation que le pays est en train de se poser sur lui-même depuis de nombreuses années en fait, pas seulement à cause des élections législatives et de ce chaos. Le pays a un énorme point d'interrogation qu'il se pose sur lui-même, qui est pourquoi nous arrive-t-il toutes ces crises ? Crise des Gilets jaunes, aucun autre pays européen n'a vécu une crise d'une telle ampleur et d'une telle violence au cours des dernières décennies. Pourquoi ces crises à répétition ? Pourquoi ce sentiment d'une sorte de crise, de mélange d'une crise sociale, crise démocratique, crise d'identité dans le pays ? Voilà, il y a cette toile de fond qui est très importante. Et bien évidemment, si sur cette toile de fond, on vient plaquer une dissolution qui peine à trouver sa justification et qui génère une situation un peu confuse, un peu baroque, un peu difficile à interpréter, on ne sera pas surpris que le climat de l'opinion ne va pas s'en trouver allégé. Voilà. J'ai souhaité peut-être être assez bref là-dessus, mais venir sur
les facteurs qui expliquent le vote aux élections, et puis notamment aux élections locales. Est-ce que tout ceci, tout ce que je vous ai montré, est-ce que ça nourrit soit de l'abstention, soit des comportements de rejet de la politique, des votes qui, par la protestation qu'ils incarnent, au fond, essayent de trouver un sens à tout ceci. Voilà. Quels sont les grands facteurs qui expliquent pourquoi on vote, comment on vote aux élections? Il faut quand même toujours rappeler que le rapport à la politique, et notamment à l'acte suprême qui est le fait de voter, ça repose sur des facteurs sociologiques et politiques très importants. Quand on va voter, vous et moi, on emporte avec nous, au bureau de vote, dans l'isoloir ou devant l'ordinateur de vote, on emporte avec nous tout un bagage très lourd. On a les épaules chargées d'un bagage très lourd. C'est toutes ces facteurs sociologiques, la catégorie sociale à laquelle on appartient, l'âge que l'on a, la génération à laquelle on appartient. On a aussi des facteurs politiques très importants, le milieu politique dans lequel on a été éduqué. Voilà, tout ceci vient avec nous, donc on n'est pas seul dans l'isoloir. Pas du tout. On est accompagné de plein de choses quand on vote. Donc il y a des facteurs sociologiques et des facteurs politiques qui pèsent très, 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 très lourd, mais aussi des facteurs institutionnels. Ne jamais oublier que l'abstention, ça a à voir avec le mode de scrutin, ça a à voir avec les modalités du vote, la place des élections au moment où elles ont lieu dans ce que nous, les spécialistes de ces questions, on appelle un cycle électoral. Et donc de ce point de vue-là, vous voyez que 2024, avec des élections européennes derrière et des élections législatives qui normalement auraient dû conduire à moins de participation, mais a conduit à plus de participation, on voit à quel point la volonté de prendre la parole était quand même très, très, très importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de mon propos, il y a de la défiance, il y a une crise de confiance, et en même temps, il y a une aspiration à parler. Voilà. Donc, ne pas oublier que la place que tiennent les élections joue un rôle très important. Nous n'en avons pas fini avec cette question, car l'Assemblée nationale élue en 2024, eh bien, le terme de son mandat, c'est en 2029. Sur son chemin, elle va rencontrer des élections de 2027, sans aucun doute, 2027, voilà, on verra. Mais en tout cas, donc à nouveau, tout un tas de problématiques qui vont se poser et qu'il faut sans doute commencer un peu à anticiper, parce que n'oublions pas quand même le chaos de 2024. Alors, vous qui êtes des élus locaux et qui êtes concernés au premier chef par ces questions, voilà, je voudrais partager avec vous 2 points qui me tiennent moi beaucoup à cœur. Je pense que redonner le goût de la politique, donner envie de participer, ça repose sur 2 piliers. Tout ce qui est de l'ordre de faciliter le vote, voilà, est très important. Les élus locaux que vous êtes, les collectivités territoriales font d'énormes efforts pour aider les différents électeurs et électrices à venir au bureau de vote, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est un sujet sur lequel ça méritera réflexion. Il y a sans aucun doute beaucoup de réflexions qui vont avoir lieu dans notre vie politique sur ces questions dans les quelques années qui arrivent. Certains commencent à évoquer l'idée qu'il faudrait peut-être regrouper des élections sur un même jour. Certains commencent à dire peut-être pour éviter à nouveau le chaos, faudrait-il regrouper le même jour les élections législatives avec l'élection présidentielle, ce qui serait une problématique intéressante. On voterait pour les députés sans avoir le résultat de l'élection présidentielle. Hypothèse assez audacieuse, voilà. On voit bien que sur les élections locales, cette question se pose également. Des élections locales ont vu leur mandat repoussé pour gérer cette question. Donc voilà, tout ce qui concerne la facilitation du vote, c'est-à-dire faciliter la vie de l'électrice ou de l'électeur, que ça soit une facilitation en termes extrêmement pratiques, vraiment, faciliter l'accès au bureau de vote des gens qui sont en situation, on va dire, de difficultés physiques, qui sont malades. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de progrès sans doute à faire. Et puis le deuxième pilier, c'est la mobilisation. Et on l'a vu dans les élections législatives de 2024. Au fond, le chef de l'État, en déclenchant cette dissolution énigmatique, produit un effet de mobilisation.
un effet de mobilisation. Ça a quand même eu cet effet qui est que beaucoup ont eu envie de dire leurs mots. L'électorat du Rassemblement national est un électorat qui a été très mobilisé. On l'a vu aux européennes, on l'a vu aux législatives, mais l'électorat de la gauche également a été très mobilisé dans le deuxième tour en particulier. Donc voilà, des facteurs de mobilisation. Et ce qui mobilise beaucoup le citoyen et la citoyenne, c'est des débats assez contrastés. Voilà. Et c'est difficile à penser, parce qu'au tout début de mon propos, on se disait, mais peut-être qu'on est en train d'expérimenter une nouvelle forme politique, la Ve République découvrant, ou redécouvrant plus exactement, les coalitions. Mais ça ne veut pas dire nécessairement le consensus mou. Ça ne veut pas dire des débats politiques qui ne sont pas très fortement contrastés. Les électeurs aiment beaucoup pouvoir identifier des personnes, des partis, des propositions bien identifiables, bien contrastées. Et on peut à la fois faire de la politique qui propose des alternatives bien contrastées sans s'entretuer pour autant. Voilà. Et je pense que notre vie politique, notre classe politique a beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là, c'est-à-dire montrer qu'on peut débattre du fond de manière solide, qui motive, qui mobilise, qui intéresse les électeurs, sans donner la caricature de gens qui ont envie de s'entretuer. Je vais peut-être faire un peu plus simple là-dessus, parce que je pensais que j'aurais un petit peu plus de temps. Je voulais donner quelques indications qui sont sur les grands facteurs récurrents du vote et comment ils se déclinent au niveau local. Mais je préfère en venir directement aux élections locales par rapport aux élections nationales. Évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, dans les élections locales, l'offre politique dans la commune, dans la circonscription, joue un rôle bien sûr très, très, très important. Elle joue toujours un rôle important. À l'élection présidentielle, on a généralement autour de 10, 11, 12 candidats à l'élection présidentielle. Évidemment, l'offre qui est présentée aux électrices, aux électeurs, ça compte énormément. Mais c'est vrai que dans les élections locales, ce facteur des candidats, de l'offre politique, de la diversité de l'offre politique, compte beaucoup, beaucoup. Le fameux effet de la prime au sortant compte énormément. J'attire de ce point de vue-là votre attention. Ces élections législatives de 2024 donnent le sentiment d'un chaos, mais il n'y a pratiquement que des gens qui ont été reconduits. Il y a très peu de nouveaux élus dans l'Assemblée nationale de 2024. Et donc, il y en a quand même pas mal qui, à travers les difficultés, je pense par exemple aux députés de l'ancienne majorité relative présidentielle, ont été battus, bien sûr, mais il y en a quand même pas mal qui ont tiré profit de cette implantation, du fait d'être dans la place pour bénéficier de cette prime au sortant. Bien sûr, l'implantation électorale, l'ancienneté de l'implantation électorale des candidats, des listes qui sont proposées compte beaucoup aux élections locales, la sociologie de la commune, de la circonscription, ce qu'on appelle les ancrages locaux. Voilà, donc il y a tout un tas de variables qui vont venir atténuer ou accentuer la force de ces variables sociologiques dont je parlais ou de ces variables politiques, les dimensions vraiment territoriales. Il y a un point qui a toujours intéressé les spécialistes des élections, et notamment des élections locales, et qui n'a pas fait l'objet, on va dire, de résultats de recherche qui sont parfaitement limpides. C'est ce qu'on appelle l'enchevêtrement des élections locales. C'est un thème qui est très important. Est-ce que le fait d'avoir un député sur une circonscription va favoriser un candidat du même clan ou du même camp au moment des élections municipales ou réciproquement ? Comment s'enchevêtrent et comment s'emboîtent les différentes élections locales, quel est l'effet des élections municipales sur les élections législatives, voilà tout un tas de problématiques qui sont très intéressantes. Je voudrais terminer mon propos par un certain nombre de questions et d'éléments de réflexion. Spécialiste français des élections qui s'appelle Pierre Martin, dans une analyse publiée il y a quelques années. C'est Pierre. Tout à l'heure, on avait Patrick. Voilà. Là, c'est Pierre. Il a parlé d'une double illusion des résultats aux élections locales. Et j'aime bien cette idée, quand on l'applique à la situation politique nationale française. Au fond, cette double illusion, c'est d'une part que les partis qui sont issus du rejet des partis traditionnels,
C'est-à-dire, au fond, le parti macroniste, l'ancienne En Marche ou République En Marche, devenu Renaissance, Ensemble pour la République, etc. Renaissance, mais aussi la France insoumise, et d'une certaine manière, même si c'est un cas un peu différent, mais même d'une certaine manière, le Rassemblement national, donc des partis politiques qui ont émergé ou qui se sont développés ou qui ont trouvé, qui ont répondu à des préoccupations dans une situation de déclin des formations politiques traditionnelles. Eh bien, ces partis qui sont issus du déclin des partis politiques traditionnels, ils ont quand même beaucoup de mal à transférer leurs résultats nationaux en résultats locaux et notamment municipaux. Ce qui est quand même une sacrée énigme, puisqu'on a longtemps dit qu'au fond, à partir du moment où un parti politique, un mouvement politique va avoir l'Élysée, va avoir Matignon, va avoir des députés, va avoir des sénateurs, forcément, à un moment donné, ça finit par se répercuter au niveau des élections locales. Et là, on voit que tel n'est pas le cas. Quand on regarde les résultats du parti présidentiel ou de la France insoumise, c'est moins le cas du Rassemblement national, qui lui commence à avoir un véritable ancrage local, municipal, régional, départemental. Mais on voit qu'ils ont quand même du mal à être à même hauteur localement qu'ils le sont nationalement. Et puis peut-être la deuxième illusion, c'est que la résilience des partis politiques traditionnels, eux, je pense aux Républicains, au Parti socialiste, leur résilience au niveau local, qu'on a vu très clairement s'exprimer dans les élections municipales, régionales, départementales des dernières années, elle ne leur garantit pas non plus un retour de balancier national en leur faveur, comme s'ils pouvaient revenir à comme avant. Voilà. Et donc on a une espèce de double illusion ou de double énigme de notre vie politique qui est comme devenue une sorte de vie politique à deux étages, avec l'étage national et l'étage local, qui non seulement ont du mal à montrer en tout cas aux pays qu'ils communiquent bien ensemble, ont peut-être du mal aussi à articuler complètement l'action publique de niveau national et de niveau local, en tout cas à montrer aux pays que ça fonctionne, que c'est bien articulé, que c'est bien pensé de manière cohérente, mais peut-être aussi qu'ils sont comme deux vies politiques qui sont à deux étages. Alors est-ce que ces deux étages sont parfaitement étanches l'un à l'autre, ou est-ce qu'ils sont un peu perméables? On voit que c'est un peu des deux évidemment, mais quand même c'est une situation politique qui est quand même assez étrange de voir des formations politiques qui gagnent des grandes villes en particulier, mais qui n'arrivent pas, par exemple, à être performants dans l'élection présidentielle. Est-ce que le local et le national font bloc ensemble ou chambre à part aujourd'hui? Voilà. Et ça, cette question m'amène à un point de conclusion. On peut véritablement se demander si ce n'est pas le local qui va exercer le rôle de levier du renouveau démocratique dans le pays. Est-ce que c'est l'action publique locale et la confiance politique au niveau local qui serait la voie de sortie de notre crise démocratique? Je vous ai épargné tout un tas de chiffres tout à l'heure, mais honnêtement, quand vous voyez les pourcentages de nos enquêtes, on peut vraiment parler d'une crise démocratique. Voilà, véritablement. Et qui interroge, on se dit, est-ce que ça peut continuer comme ça? Vers où on va? Donc, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette idée de l'action publique locale comme la voie de sortie de la crise démocratique. Mais évidemment, pour que ça ne génère pas un nouveau chaos, que le pays n'ait pas le sentiment de cette vie politique à deux étages où ça ne communique pas, il y a une question derrière qui est centrale. C'est plus peut-être vraiment la question des couches du millefeuille. Peut-être que la vraie question centrale, c'est la question du partage et ou de la complémentarité entre niveau local et niveau national. Je suis à peu près persuadé que cette question va jouer un rôle très important dans les prochaines grandes échéances politiques du pays. Je ne sais pas si c'est pour la prochaine présidentielle ou dans celle d'après. Voilà. Mais on voit qu'il y a beaucoup de signaux qui s'allument. Par exemple, le nombre de candidats à l'élection présidentielle qui sont issus de la vie politique locale.
au cours des dernières présidentielles. Le nombre de potentiels candidats à l'élection présidentielle qui eux aussi sont issus de la vie politique locale. Le nombre de discussions politiques qui tournent en rond autour de cette question, la crise budgétaire que nous vivons, je crois que juste avant mon intervention, vous avez beaucoup parlé budget, vous avez beaucoup parlé de chiffres, d'euros et de budget, mais voilà, la crise budgétaire que nous vivons, est-ce qu'au fond, les décisions qui viennent d'être prises et qui vont continuer d'être prises, c'est un simple réglage de certains paramètres? Il faut resserrer le robinet des dépenses et augmenter le robinet des arrivées de crédit. Est-ce que c'est une simple question de paramétrage, de réglage technique? On n'a pas bien réglé, il faut régler la machine? Ouais. Ou est-ce que derrière ça, il y a quelque chose de plus fondamental? Et je trouve que de ce point de vue-là, la période que nous sommes en train de vivre est une période qui est à la fois assez passionnante, mais qui ne permet pas d'aller au bout de cette question. Et elle ne permet pas d'aller au bout de cette question parce qu'on voit bien la difficulté d'un exécutif qui va avoir beaucoup de mal à affirmer un projet autour de cette équation budgétaire. Voilà. Et il ne peut pas vraiment affirmer un projet autour de cette équation budgétaire très compliquée, parce que tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement, il ne dispose pas véritablement d'un mandat populaire pour dire j'ai été missionné par le pays pour repenser la manière dont nous dépensons l'argent public. Et poser la question de fond, me semble-t-il, à un moment donné, c'est poser la question de qui fait quoi, où est le périmètre de l'action de l'État par rapport à celui des collectivités territoriales. Est-ce qu'on trouve au fond, est-ce que l'accord du pays, c'est de dire on a régulièrement des problèmes, mais finalement notre modèle français à nous, par rapport aux autres Européens, on l'aime bien, on veut le garder comme ça? Est-ce que la prochaine grande échéance politique française, l'élection présidentielle, va être l'occasion d'un très grand débat sur cette question? Il me semble qu'il y a quelque chose autour de ça qui est en train de prendre. Dernier point, évidemment, j'en appelle fortement à ce que si on a ce type de débat, et que ce type de débat viendrait au niveau local notamment, on ne peut pas déconnecter ce type de débat et les réponses qu'on pourrait apporter au fond de la grande question démocratique. Comment faire partager tout ceci aux citoyennes et aux citoyens? Comment les rendre acteurs de tout ceci, sans tomber non plus dans le mythe d'un citoyen qui voudrait nécessairement toujours discuter de politique, toujours s'intéresser à la chose publique, mais cette aspiration, elle existe beaucoup dans le pays. Donc comment faire en sorte d'aller se ressourcer à la fois en posant des questions de fond sur qu'est-ce qui nous a conduit à cet état-là, et aussi se poser des questions de fond sur comment notre modèle démocratique pourrait mieux faire pour écouter davantage, pour aller chercher les idées au niveau de la société civile, pour aller chercher les idées au niveau des citoyens, pour aller chercher les idées au niveau des acteurs de proximité. Vous avez vu tout à l'heure à quel point le pays a confiance dans les acteurs de proximité. Donc comment résoudre ce double défi, cette double énigme, que la crise que nous vivons en ce moment ne se reproduise pas. Je pense que vous m'accorderez facilement qu'il serait difficile au pays de dire dans 5 ans, dans 10 ans, ah ben voilà, on a réglé temporairement le problème, mais finalement on est revenu au problème d'il y a 10 ans. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas avoir une deuxième occasion dans les années qui arrivent, même dans la décennie qui arrive, à nouveau comme ça. Ça peut pas, évidemment. Donc comment faire en sorte de poser ces questions de fond et en même temps d'engager le dialogue avec la société civile et avec les citoyens qui, au bout du compte, sont les vrais décideurs. Voilà, donc c'est une demande forte qui existe dans l'opinion. Nous avons testé dans notre enquête au CEVIPOF la demande, par exemple, pour des référendums. L'opinion ne souhaite pas des référendums matin, midi et soir sur n'importe quelle question. Pas du tout. Pas du tout. Les gens sont très raisonnables. Sur de grandes questions, de temps en temps, oui, clairement.
qui veulent être associés aux décisions, qui veulent davantage prendre la parole, tout à fait. En même temps, ils ne sont pas non plus nécessairement demandeurs, qu'on sollicite leur avis en permanence, avec une sorte de thermomètre que les élus auraient en permanence avec eux, ils seraient toujours dans la crainte de dire « Ah là, j'ai pas assez consulté, j'ai pas assez concerté ». Les gens sont très raisonnables de ce point de vue-là et ont des demandes qui sont des demandes d'être davantage pris au sérieux par une vie politique qui leur renvoie régulièrement le message qui est que, au fond, apportez-moi vos voix, mais après, pendant 4 ans, pendant 5 ans, je ne vais pas beaucoup vous demander votre avis. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir Bruno Cotresse. J'ai une question. Vous n'avez pas parlé des comparatifs européens, mais peut-être presque pour avoir un signe d'espoir, surtout dans une association d'élus locaux. Vous dites que notre pays, par rapport à ses voisins européens, est celui dans lequel on a le moins confiance en la politique. Et si on comparait avec des voisins européens, il semblerait donc que le niveau soit plus élevé. Mais ce sont des pays dans lesquels les pouvoirs locaux ont plus de pouvoir. Je ne sais pas si c'est à l'Allemagne à laquelle on fait référence, ou même à l'Espagne, ou même à l'Italie. Est-ce qu'on peut se dire que, je ne sais pas si la décentralisation est une réponse à la Grande Dépression, mais en tout cas, est-ce que c'est une voie, est-ce qu'il y a une vraie relation de cause à effet, ou est-ce que c'est simplement 2 éléments qui viennent se croiser? J'hésite un petit peu, parce que la relation de cause à effet, c'est toujours compliqué à bien démontrer, mais c'est vrai que l'une des caractéristiques, je vais même élargir le tableau, au-delà des indicateurs d'opinion, parce qu'on pourrait toujours dire c'est un sentiment qu'ils ont les Français, c'est une histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, qu'on est malheureux. Certains pourraient tenir cette idée, de dire c'est une histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, donc il faut essayer de prendre des données un peu plus objectivantes. Et il se trouve qu'il y a plusieurs universités européennes qui ont développé de grosses bases de données qui cumulent des centaines et des centaines d'indicateurs, alors très très objectifs. Je vais vous en donner quelques exemples, qui sont par exemple quels sont les droits des citoyens pour déposer un recours contre une décision négative d'une administration contre eux. Donc là, vous voyez, on n'est plus du tout dans le domaine de l'opinion. Hein, voilà. Donc des centaines d'indicateurs qui mesurent ce que ces chercheurs ont appelé la qualité de la démocratie. Et quand, au bout du compte, on fait un classement au niveau européen, voire au niveau des pays de l'OCDE, sur la qualité de la démocratie, se confirme à nouveau que même sur des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs d'opinion, la France n'est pas dans le peloton de tête. Voilà, le peloton de tête au plan européen et des pays de l'OCDE, c'est l'ensemble de l'Europe du Nord, plus la Suisse également. Viennent ensuite un bloc de pays auquel la France appartient, un petit peu, on va dire, le bas de la première division, le début de la deuxième division, qui est des pays de l'Europe du Sud, certains pays de l'Europe de l'Est également. Et là, on va y retrouver la France. Toutes les années, l'hebdomadaire américain The Economist publie au mois de février un classement des 180 pays démocratiques dans le monde. Voilà, il publie un classement qui est le meilleur en termes de démocratie. La France, elle est régulièrement autour, quelque part, entre la place 25 et la place 30. Et vous concéderez que pour notre pays, qui à la fois se vit comme une grande puissance qu'elle est, évidemment, mais qui aussi se vit comme un leader de l'intégration européenne, avec un exécutif français qui, quel que soit le détenteur des fonctions, veut montrer que la France, sa voix compte beaucoup dans le monde, se retrouver autour de la 30e place mondiale du classement des démocraties, c'est pas très, on va dire, c'est pas très optimal. Donc voilà, on voit que on a cette problématique de qualité de notre démocratie. Je n'ai pas eu la curiosité de voir si c'était corrélé avec le gradient de décentralisation. Je me promets de le faire. J'aime bien l'hypothèse de recherche. Elle mérite vérification empirique. Mais c'est vrai que ça irait dans le sens des données. Merci. Je vais devoir, moi, vous quitter
pour vous retrouver tout à l'heure à la grande école. Et donc, je cède à Sébastien l'animation de la fin du débat. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Et à tout à l'heure pour tout le monde. À tout à l'heure. Alors, merci Bruno Cotresse. Donc, on a une dizaine de minutes, donc on ne va pas prendre 50 questions, mais on va en prendre 3, 2, 3, 4, une petite série, puis on vous laissera répondre sur l'ensemble. Et une fois qu'on aura terminé, on aura juste les consignes pour la suite de l'organisation pratique de la suite de la soirée. Alors, levez les mains. Alors, ici devant, pour Véronique. Est-ce que d'autres mains tout de suite? En premier, là. Alors, il y avait d'autres mains, aussi là-haut. On peut aller là-haut. Allez, vas-y, Véronique. Vas-y, Véronique. Oui, bonjour. Je cherche les autres mains en même temps. Merci beaucoup pour cette analyse. Véronique Pouzadou, je suis présidente d'une interco 100% Sioule-Limagne dans l'Allier. Mais il y a une donnée que je me posais en question, que j'ai lue dans une étude Cevipof, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que crise démocratique veut dire crise de l'engagement? Parce que si je ne me trompe pas, on a un corps électoral à 47 millions de personnes et on se rend compte que sur nos élections municipales et intercommunales, on a plus d'1 million de personnes qui s'engagent sur des listes. Donc je ne sais pas si c'est une donnée qui peut aussi donner du sens sur le sens de l'engagement dans la perception des élus locaux et l'enjeu qu'on a en 2026 à prendre en corrélation, si je ne me trompe pas. Merci Véronique. Deuxième question là-bas. Est-ce qu'il y a une troisième tout de suite? Et il y aura une autre ici au milieu. Oui, donc deux observations en fait peut-être sur notre pessimisme national de la part franco-britannique élu oui. dans le pays des Aberts, dans le nord Finistère. La Bretagne. Première observation, peut-être notre niveau de pessimisme et de déception est lié au fait que culturellement, nous avons peut-être attaché le plus d'importance à la politique depuis la Révolution française. Et donc, l'impression d'une perte de pouvoir politique sur l'économique a eu vraiment un effet ravageur, je pense, sur notre optimisme politique. Et deuxième observation, on est peut-être quand même en crise de régime. On a une sorte de monarchie républicaine issue d'une crise coloniale, décolonisation en Algérie. Et je pense que la population a l'impression, dernièrement, que le régime est devenu de plus en plus monarchique et de moins en moins républicain. Merci Andrew. Et ici? Oui. Bonjour, Patrick Pesquet de Cosenaglo. On vit effectivement ces quelques mois avec un Parlement qui n'a pas de majorité. Vous avez évoqué l'occasion pour ce Parlement de retrouver du pouvoir au niveau du Parlement. Néanmoins, ça fait déjà 2 ans que nous avons cette situation de non-majorité. On aurait pu penser que pendant ces 2 ans, nos parlementaires auraient pu apprendre et évoluer. N'y a-t-il pas là nécessité de les renvoyer vers les bancs de l'école pour leur apprendre que compromis et compromission ne sont pas les mêmes choses? Message aux parlementaires présents dans la salle, on apprécie. Monsieur Cotresse, on vous laisse. Oui. Selon le temps, on prendra peut-être une autre série de... Merci beaucoup. Effectivement, la première remarque est marquée au coin du bon sens. C'est vrai que c'est très important, ce chiffre de candidats qui ont envie de s'engager. C'est une excellente nouvelle pour notre système politique démocratique. Et c'est bien que ça soit au niveau local. La difficulté qu'on a avec l'histoire de l'engagement, il y a d'autres formes aussi de l'engagement. On voit aussi qu'on est le pays de la société civile. Le nombre d'associations qui s'occupent de plein de choses et qui font un travail de fou sur plein de sujets est complètement vertigineux dans le pays. Par contre, l'adhésion aux partis politiques, là, ça ne va vraiment pas du tout. Le plus grand de nos partis politiques, aujourd'hui, on a du mal à le savoir parce que la statistique du nombre de membres des partis politiques est un grand secret national. Ça ne va pas du tout. Ça, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire, ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Il n'est pas normal qu'on ne puisse pas savoir de manière assez fiable le nombre d'adhérents aux partis politiques. On le sait quand ils organisent des élections internes, et là, d'un seul coup, on voit le nombre de votants. Mais très souvent, ce n'est pas le nombre d'inscrits. Voilà. Donc, il y a
Sur l'engagement, ce qui est certain, c'est qu'on a une pluralité de rapports à l'engagement, et en particulier dans les jeunes générations, où on a à la fois une grande prise de distance par rapport à l'engagement partisan, électoral et partisan, et par contre une envie d'être utile, une envie de s'engager, notamment au service des autres, au service du bien public ou au service de ses voisins. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a une pluralité du rapport à l'engagement. Et cette pluralité, elle dit quelque chose aussi quand même de l'insatisfaction démocratique malgré le nombre de candidats aux élections. Voilà. Sur notre tropisme national, qui est, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, d'ailleurs, ça a beaucoup fasciné beaucoup d'historiens britanniques, cette question qui concerne la France, le pays qui a la passion de la politique, qui a la passion du débat d'idées. C'est vrai que nous sommes le pays ou l'un des pays qui produit le plus de sondages politiques par habitant. Regardez la pléthore d'émissions politiques sur nos écrans, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On peut, si on souhaite, dans ce pays, du matin au soir, entendre parler de politique. Regardez le nombre de livres politiques. Moi, je fais toujours l'expérience au moment des élections d'aller dans toutes les librairies, de voir. C'est impressionnant. Les étagères ou des librairies sur les livres politiques, c'est très, très, très important. Donc, effectivement, on est ce pays qui adore le débat politique. On a une vraie tradition intellectuelle, une vraie tradition politique et historique de débat politique qui nourrit des attentes peut-être très élevées. Certains pourraient dire que notre déception, elle est à hauteur de nos attentes. Sans aucun doute qu'il y a un lien entre les deux. Est-ce qu'il faut que le politique, pour réduire la défiance politique, promette moins ? Moi, j'ai longtemps pensé que c'était peut-être ça aussi la clé de voûte. Au fond, un politique qui reviendrait un peu plus modeste, qui renoncerait d'une certaine manière à la promesse de faire rêver, de changer la vie des gens, d'être un peu plus pragmatique elle-même. C'est peut-être aussi un effort que la politique doit faire. Si elle veut rendre des comptes, il faut qu'elle ait aussi une dimension plus pratique, plus opérationnelle et qui est susceptible de faire authentiquement, véritablement, de l'évaluation de l'action publique. Gros point faible de notre pays. L'évaluation des politiques publiques, l'évaluation de l'action politique, c'est certes le rôle officiel du Parlement que de le faire, et il en fait beaucoup. Évidemment, l'Assemblée, le Sénat publient beaucoup de rapports toujours très intéressants à lire, mais c'est vrai qu'on manque cruellement dans le pays d'une vraie culture de l'évaluation de politiques publiques basée sur des données objectives, avec un débat un peu rationnel qui pose les choses. Je ne crois pas, moi, dans toute ma vie d'observateur de la vie politique, je ne crois pas avoir vraiment entendu un jour un dirigeant politique dire on s'est trompé. Voilà. Mais si on prend au sérieux l'évaluation d'impact, on doit pouvoir dire qu'on s'est trompé et qu'il faut arrêter les frais. Voilà. Donc je pense qu'une des manières de réduire ce gap entre l'amour profond que nous avons pour le débat et la politique et la déception, c'est peut-être aussi d'avoir une politique plus pragmatique et donc plus exposée aux mécanismes de l'évaluation d'impact et de l'évaluation de politique publique avec des méthodes modernes d'analyse de l'impact des politiques publiques. Le troisième point, c'était... les parlementaires n'ont rien appris des 2 ans de majorité relative. En résumé, je suis à peu près fidèle, j'espère, à la question du collègue. C'est compliqué. Je vous ai montré tout à l'heure une diapositive qui montre aussi les raisons pour lesquelles c'est difficile, cette politique des compromis et des coalitions, parce qu'on a vu tout à l'heure les blocs. Et vous avez vu quand même que les trois blocs que je vous ai montrés, on les retrouve aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Et le saut qui conduit d'un bloc à l'autre n'est pas facile à faire. Et peut-être que ça, c'est un des futurs chantiers, qui est comment nos institutions pourraient améliorer la tuyauterie, qui fait qu'on peut au minimum discuter avec ceux d'un autre bloc et voir tomber d'accord, même temporairement, sur faire un bout de chemin ensemble ou sur des dossiers. Il y a une autre tuyauterie dont je voudrais parler, dont on n'a pas parlé. Tous les ressorts nouveaux de la consultation de la société civile et des citoyens. Voilà. On a eu le grand débat national, on a eu des conventions citoyennes.
le climat, la fin de vie. Il y a eu une convention citoyenne qui est passée un peu sous les radars, qui était celle sur les vaccins au moment du Covid. Au niveau du Conseil économique, social et environnemental, ça a eu lieu. Et on reste sur notre faim. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voit pas quel chemin se fait entre ce qui sort de ces nouveaux mécanismes extrêmement intéressants, extrêmement novateurs, et les institutions de la représentation politique classique. Est-ce qu'il manque de la tuyauterie institutionnelle? Est-ce qu'il y a des tuyaux à poser pour aller de ces conventions citoyennes, de ces grands débats, donc de cette implication de la société civile vers les institutions qui, elles, ont reçu l'onction suprême du suffrage populaire, du suffrage universel et du suffrage populaire, qui n'ont nullement vocation à être remplacés, bien évidemment, par une société qui délibère davantage, mais comment faire en sorte qu'on ait un peu moins un fossé entre les deux et des passerelles, et comment organiser ces passerelles? Est-ce que c'est une question de réforme des institutions? Ces passerelles n'existeraient pas bien, ou elles ne seraient pas assez solides, elles ne seraient pas assez connues, elles ne seraient pas assez empruntées? Ou est-ce que c'est un peu plus profond que ça, là, à nouveau? C'est-à-dire, voilà, comment améliorer le dialogue et la fluidité entre les institutions de la représentation politique issues du suffrage populaire et ces nouveaux lieux du débat démocratique. Dans le débat justement depuis le mois de juin, là, on entend cette incapacité de la vie politique française cette incapacité supposée ou réelle, hein, c'est ma question, de travailler ensemble, et pourtant vous êtes devant des élus intercommunaux, et dans l'immense majorité de nos intercommunalités, on parle avec nos concurrents politiques, parfois même nos adversaires politiques, et on fait des exécutifs, on fait des projets. Est-ce que, il n'y a pas que les intercos, il y a aussi les députés européens qui ont cette culture du compromis. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que on voit qu'il y a des évolutions qui commencent à... Voilà, il y a des choses qui commencent à apparaître là-dessus. On a parlé du chaos qu'on avait connu cet été. Si on va le prendre de manière positive, il y aura un legs de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même toutes ces discussions dans le pays sur compromis n'est pas compromission, les coalitions, etc. Il y aura un legs de tout ça. Il y a un mort avant, voilà, sans aucun doute. J'espère que ce n'est pas la République. Mais... Non. Je pense sérieusement que nous avons le privilège d'avoir des institutions républicaines extrêmement solides. Mais on voit que cette thématique, c'est une thématique qui va un peu percer dans l'opinion. Alors, je vous ai quand même montré, hein, je le redis, je vous ai quand même montré tout à l'heure, à la fois ces deux dimensions, et puis l'étanchéité quand même entre les blocs. Est-ce que si on modifiait le mode de scrutin simplement, ça irait dans ce sens-là? D'abord, il faudra voir, si tel était le cas, il faudra voir quel est le type de scrutin proportionnel qui serait mis en place, parce que vous savez qu'on peut facilement paramétrer un scrutin proportionnel pour en faire presque un scrutin majoritaire, donc tout dépend du type de proportionnel qu'on ferait. Et est-ce qu'on peut simplement retoucher au mode de scrutin sans toucher aux autres piliers des institutions? Est-ce qu'on peut véritablement toucher à la représentation, au mode d'élection, sans repenser le rôle de l'exécutif, le rôle du législateur? Si on était dans un véritable moment, au fond, si tous ces éléments que nous vivons n'étaient que le témoignage ou les signaux qu'on est en train progressivement de rentrer dans une période de réflexion institutionnelle. Voilà, je suis très prudent. Je ne dis pas qu'on est dans une crise institutionnelle, mais qu'on rentre progressivement dans une période où on a envie de débattre entre nous, le pays. On a envie de débattre de comment faire en sorte que ça ne se reproduise pas, comment mieux fonctionner, et donc peut-être réfléchir aux institutions. Quelque chose me dit qu'on ne peut pas simplement retoucher au mode de scrutin. Voilà, que si on touche simplement à ça, ça peut être un peu un pansement sur la jambe de bois, ça fait du bien, mais peut-être que les vrais problèmes ne sont pas uniquement les problèmes du mode de désignation des élus. Très bien. Alors,
J'espère que j'imagine que je frustre certaines personnes qui auraient voulu poser des questions, mais vu l'heure, on va vous remercier, on va vous applaudir très chaleureusement. Merci à tout le monde, merci à vous.